Bonjour à tous et bienvenue à nouveau. Nous sommes aujourd'hui rejoints par l'ambassadeur M. K. Bhadrakumar, diplomate et ambassadeur indien à la retraite, ainsi qu'auteur du très populaire blog Indian Punchline. Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission, car je tenais vraiment à discuter avec vous de cette approche plus agressive des États-Unis envers l'Inde, de la pression exercée sur l'Inde, et aussi des raisons qui l'expliquent. Je pensais qu'un bon point de départ serait peut-être de savoir comment vous analysez l'ensemble de cette situation plus large. Il semble que l'Inde soit confrontée à un dilemme, comme d'autres pays, se conformer ou être punie. On ne sait pas encore si l'Inde va résister comme la Chine ou se subordonner comme l'Europe. Mais comment interprétez-vous la situation? Vous avez récemment écrit à ce sujet. Merci, professeur, encore une fois de m'avoir invité à votre prestigieuse émission que nous suivons tous avec attention pour entrevoir l'avenir. Vous faites un travail remarquable. Merci beaucoup. Pour en venir au sujet sur lequel nous allons échanger, permettez-moi de dire d'emblée qu'il n'y a absolument aucun sentiment de panique en Inde à ce sujet. Il s'agit d'une situation particulière, avec un ou deux points de friction dans les conditions du marché indien, qui attirent l'attention de Trump sur ce type de niveau tarifaire. L'essentiel, du point de vue indien, concerne l'agriculture et les produits laitiers. Or, si l'on se réfère à l'accord de libre-échange récemment négocié avec la Grande-Bretagne, celle-ci a accepté ce point, et elle en a une très bonne connaissance. Et les produits agricoles et les produits laitiers vers le marché indien. Je crois qu'environ 40% de la population indienne dépend de manière critique de l'agriculture. La situation n'est même pas comparable à celle de la France en Europe, en termes d'agriculture et de politique. C'est un sujet très sensible, presque explosif. Il n'y a donc vraiment aucune marge de manœuvre pour faire des concessions à ce niveau, car les répercussions seraient si graves, catastrophiques, politiquement, non seulement pour ce gouvernement, mais pour tout gouvernement au pouvoir en Inde, si l'on a le sentiment qu'il compromet les intérêts des paysans, des agriculteurs. Voilà le premier point. Le deuxième point concerne le fait que ce n'est pas vraiment l'étape finale. Le dernier mot n'a pas encore été dit sur l'Inde de la part de Trump. Car contrairement à beaucoup d'autres, peut-être que le Canada est aussi dans une situation similaire, comme je le constate, puisque l'équipe canadienne campe à Washington. Il y a une autre voie en cours, celle des négociations actives. Et d'après ce qu'on peut comprendre à Delhi, il s'agit de négociations de classe mondiale, de très haut niveau des deux côtés. Nos interlocuteurs ont dit qu'ils n'avaient jamais vu de telles négociations auparavant. En d'autres termes, des négociations très intenses sont en cours, et dans l'attente de leur issue, Trump a évoqué ce sujet. Par conséquent, le point que je voudrais souligner, mon deuxième point, est que j'aimerais considérer cela comme une situation temporaire, qui est certaine d'évoluer au fur et à mesure que le paquet sera entièrement négocié. Et il ne sera négocié que lorsqu'il sera entièrement négocié, ce qui est envisageable dans quelques semaines environ, car il y a beaucoup d'allers-retours à ce sujet. Voilà pour le deuxième point. Le troisième point que je voudrais mentionner est qu'il y a aujourd'hui une dimension curieuse en ce qui concerne la sanction que Trump a menacé d'infliger à l'Inde. Il s'agit d'une sanction concernant le commerce de l'Inde avec la Russie. Et il y a là deux dimensions. Premièrement, permettez-moi de parler de l'armement, de la relation de défense. Là, vous savez,
il est encore irréaliste que les États-Unis imposent de telles exigences à l'Inde, parce que je ne parle pas ici de la géopolitique ou de quoi que ce soit de ce genre. Mais pour être réaliste, l'Inde a aussi l'ambition de se rapprocher, par exemple, du niveau atteint par l'Iran, la Corée du Sud, ou d'autres pays qui dépassent l'Inde et avancent dans le domaine de l'industrie de défense. Vous voyez, l'Inde a acheté des armes, les a utilisées, et soudainement, elle a acheté des armes, les a utilisées, mais n'a jamais vraiment développé une industrie de défense. Ainsi, ce gouvernement et ce Premier ministre ont eu l'idée d'introduire la doctrine du Make in India, ce concept dans l'industrie de la défense, ce qui signifie que les principales transactions de défense, à partir de maintenant et pour un avenir prévisible, seront décidées en fonction de la volonté du fournisseur de s'engager dans la conception, la coproduction, etc., des armes en Inde, et de mettre en place une infrastructure à cet effet. Au lieu d'acheter des produits sur étagère, de les utiliser, puis de rencontrer de nombreux problèmes en raison de la multitude de technologies militaires disponibles en Inde dans le cadre de ces achats, provenant du Royaume-Uni, de la France, d'Israël, des États-Unis, etc. Nous devons donc rationaliser les choses de cette manière. Par conséquent, pour tout système d'armes, il n'est pas vraiment problématique pour l'Inde d'avoir accès à une technologie militaire de haut niveau. La Russie est un bon exemple à cet égard. Vous savez, car même avec le Su-57, le chasseur furtif de 5e génération, l'offre russe consiste à transmettre à l'Inde les codes et à produire l'appareil en Inde. Maintenant, la question est, en toute honnêteté, que l'autonomie d'un pays, la souveraineté d'un pays, doit être mesurée selon ces critères, à savoir si le pays souhaite vraiment insister sur cela comme condition préalable à une transaction de défense majeure. Des arrangements provisoires sont acceptables, mais il faut se projeter dans l'avenir en termes de contenu indien dans le projet, de contenu Make in India. Donc, si les États-Unis sont prêts à le faire, par exemple pour leur avion F-35, eh bien, nous l'envisagerons, j'en suis certain. Mais s'ils ne le peuvent pas, et si quelqu'un d'autre s'aligne, comme la Russie, ou si la France s'aligne avec la technologie de son Rafale, alors nous aurons un choix à faire. Donc vous savez, voilà la situation à ce sujet. Ce n'est pas très simple. Ce n'est pas seulement une question de porte-parole. Le porte-parole indien a en quelque sorte réduit cela à une question d'amitié éprouvée avec la Russie. C'est un fait. Il existe une amitié éprouvée par le temps. La Russie est fiable, et cela compte lorsqu'il s'agit de systèmes d'armes, etc. Lorsqu'on se trouve dans une situation de conflit et qu'on souhaite déployer ses armes, si le fournisseur impose des conditions, garde les codes pour lui ou elle et ne les partage pas avec l'Inde, cela pose problème. Il dicte alors la politique étrangère et la politique militaire du pays. Vous voyez, c'est un aspect de la question. Par conséquent, il s'agit de plus que de la relation éprouvée par le temps. La relation éprouvée par le temps est fondamentale. La Russie n'a jamais laissé tomber l'Inde. Et c'est la pure vérité. Et même s'ils ont des réserves concernant certaines actions de l'Inde, ils mettent cela de côté et laissent une totale liberté à l'Inde, une totale liberté aux décideurs indiens. C'est une grande vertu du point de vue de l'Inde et Trump devrait l'apprécier. Voilà un aspect de la question. Le second point concerne le secteur pétrolier. En réalité, l'Inde n'a pas permis que la politique interfère dans le domaine du pétrole. C'est une question trop sérieuse pour être mêlée à la politique ou à la géopolitique. Il s'agit de la sécurité énergétique. 86% des besoins pétroliers de l'Inde sont couverts par des importations. 86%. Regardez la vulnérabilité de l'économie. Notre haut-commissaire à Londres a déclaré l'autre jour que la demande de réduction des importations de pétrole russe revient en fait à demander l'arrêt de l'économie indienne. Est-ce possible pour nous? Mais je vois là une lueur d'espoir.
D'après les déclarations du président Poutine avec Loukachenko le 1er août, lors de leur rencontre et de leur interaction avec la presse, certains propos tenus par Marco Rubio la veille au soir lors d'une interview sur Fox et certaines remarques faites par le ministre des Affaires étrangères Lavrov 6 heures après les propos de Poutine. Pris ensemble, avec mon expérience de 9 ans comme diplomate dans l'espace de l'ex-URS, je constate que les nuages sombres se dissipent. En ce sens, le tranchant de cet ultimatum, l'ultimatum américain selon lequel la guerre doit se terminer avant le 8, s'émousse. Et l'indication la plus sûre de cela est la réapparition de Vitko sur la scène diplomatique. Et cet autre général, Kellogg, s'est à nouveau effacé dans l'ombre. Kellogg has moved back into the shade. Now this is a very interesting signal from there. C'est donc un signal très intéressant qui vient de là-bas. Ce signal implique qu'une voie politique et diplomatique reprend de plus belle. Les deux camps ont pris des mesures extrêmement inquiétantes et probablement sans précédent, à commencer par l'envoi de bombes nucléaires en Grande-Bretagne, le déploiement de sous-marins et des déclarations publiques sur l'avenir de Kaliningrad, des déclarations menaçantes concernant Kaliningrad. Tout cela, pris dans son ensemble, et culminant finalement avec la révélation de Poutine, une révélation délibérée, hors contexte, le 1er août, que le missile Orychnik a été intégré à l'armée et que la production en série commence. Donc vous voyez, la situation était très inquiétante. So, it's a very alarming situation that was there, and all we are left with now, finally, if you just look at the calendar. Et tout ce qu'il nous reste maintenant, finalement, si l'on regarde simplement le calendrier, ce sont encore 5 jours pour que cette guerre se termine. Je veux dire, quiconque parle et insiste là-dessus raconte n'importe quoi. Ce n'est pas possible, parce que la guerre fait rage. C'est une guerre acharnée, et elle s'intensifie, si tant est que ce soit possible. Donc le point important, ce sont les déclarations faites par la direction russe et les remarques sensées, rationnelles et calmes de Marco Rubio, auxquelles la partie russe a probablement répondu, qui ouvrent la voie à une reprise des négociations. Et la raison pour laquelle je dis cela, c'est que si les négociations reprennent, quel qu'en soit le format, cela signifiera que la date butoir du 8 ou du 9 août devient sans importance. Et cela signifie que les sanctions ne seront pas imposées à la Russie. Comment peut-on avoir des sanctions et ensuite discuter de pourparlers de paix? Ce n'est pas possible. C'est logique. Et si les sanctions ne sont pas imposées à la Russie, comment pourrait-il y avoir des sanctions secondaires sous forme de droits de douane sur le pétrole? Je ne vais pas entrer dans les autres aspects de la question. Par exemple, si les États-Unis sont en mesure d'imposer de tels droits de douane à la Chine, qui est également considérée, avec l'Inde, comme un important acheteur de pétrole russe. Je ne pense pas que ce soit possible, car alors toutes ces discussions qui ont eu lieu, où que ce soit, Copenhague, Genève, peu importe, entre les délégations chinoises et américaines, deviennent inutiles, quel que soit l'accord qu'ils essayent de conclure. Donc si l'on considère l'ensemble de la situation, je ne pense pas que ce que ces prophètes de malheur prédisent à propos d'une troisième guerre mondiale, etc., soit même vaguement dans l'esprit de Trump ou de Poutine. Ensuite, pour le reste, il y a beaucoup de mise en scène et les discussions portent sur les droits de douane. Je vais m'arrêter là. Je répète donc ce que j'ai dit. Il n'y a vraiment pas de crise dans la situation en ce qui concerne l'Inde. Nous allons attendre et observer. Et nos négociateurs sont en train de finaliser leurs meilleurs arguments pour expliquer pourquoi l'Inde ne peut pas se permettre de faire des compromis sur certains aspects vitaux de l'économie. Je vais m'arrêter là. Les efforts de l'Inde pour se faire un ami de Trump en achetant des armes aux États-Unis. Les Européens ont suivi une démarche similaire.
c'est-à-dire en s'engageant pleinement auprès des États-Unis, en acceptant cette dépense de 5% pour l'armée et en concluant ce récent accord commercial qui a été perçu comme une capitulation totale, allant même jusqu'à appeler Trump « papa », ce genre de choses, vraiment pour essayer de gagner la faveur de l'Amérique. Mais au lieu de cela, on voit les Européens devenir de plus en plus subordonnés. Pensez-vous que l'Inde essaiera de rester en dehors de la ligne de mire des États-Unis? Pensez-vous qu'elle continuera à investir, par exemple, dans l'armement américain, pas nécessairement parce que c'est le meilleur, mais pour éviter les représailles de Trump? Vous voyez, idéalement, nous ne voudrions pas nous retrouver dans la situation déplorable dans laquelle se trouvent les Européens, acheter des armes à l'Amérique. Mais le problème des Européens, c'est qu'ils s'y sont tellement habitués, qu'ils en sont devenus dépendants, qu'ils n'ont jamais vraiment cherché à obtenir un transfert de technologie. Ils n'ont jamais vraiment voulu, à terme, le développement d'une industrie de défense européenne à part entière. Et maintenant, ils le regrettent. Et aujourd'hui, il est pratiquement impossible de rattraper le temps perdu. Voilà le premier point. Deuxième point, si vous regardez bien, le schéma, en fait, la matrice de base des transactions de défense, des transactions militaires entre les États-Unis et les alliés européens, contient une très forte dose de colonialisme. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, vous savez, le système d'alliance occidentale est utilisé, manipulé, pour créer des conditions de marché favorables à l'exportation. En 2024, 34 ou 35% de toutes les exportations d'armes américaines dans le monde étaient destinées à l'Europe. Les Européens achetaient 34 à 35% de ces exportations. Maintenant, la logique de Trump est compréhensible sur ce point. L'Europe doit se tenir sur ses propres pieds. C'est pourquoi il a d'abord proposé l'idée de 3%, puis de 5%. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Lorsque ces pays ne sont pas en mesure de réunir une telle somme, on les y oblige. Quel est le déficit budgétaire de la puissance économique européenne, l'énorme économie allemande? Un déficit budgétaire de 300 milliards de dollars aujourd'hui. Donc, premièrement, il est irréaliste de forcer ces pays à faire cela. Deuxièmement, qu'est-ce qui se passe réellement? On les oblige à contracter des prêts, puis à acheter des armes américaines, en quantité encore plus importante qu'auparavant. Pourquoi l'Inde devrait être là? L'Inde ne fait partie d'aucun système d'alliance. L'Inde n'est pas un marché captif. L'Inde n'est pas une colonie, contrairement à la manière dont les États-Unis traitent les Européens. Vous savez qu'il s'agisse d'énergie ou d'armement. Pourquoi l'Inde devrait-elle agir ainsi? Même de la part des Européens, même des pays occidentaux, il pourrait y avoir des offres d'armement si les États-Unis n'en fournissent pas. C'est pourquoi j'ai dit au début que tout est une question de jugement qualitatif, et cela doit être évalué. Bien sûr, les prix doivent être compétitifs, mais il faut aussi que cela ait une réelle valeur qualitative pour que l'Inde s'engage, car l'Inde souhaite que cet armement soit intégré à l'industrie de défense indienne pour une production locale dans le pays. Je ne vois donc pas comment l'Inde pourrait abandonner cette politique, qui est d'ailleurs très prestigieuse et porte l'imprimatur du Premier ministre lui-même, Narendra Modi. Il a parcouru le monde entier pour promouvoir le concept du Make in India. Or, Trump exige pratiquement « continuez simplement à acheter chez nous ». Est-ce tenable? Partout, les Américains ont montré leur volonté ou leur disponibilité à partager leur technologie et à produire en Inde. L'Inde l'a accepté, qu'il s'agisse d'hélicoptères ou d'autres choses. La technologie des drones, quoi que ce soit, l'Inde l'a accepté. Mais sinon, je ne sais pas si cela est possible pour l'Inde. Et puis, les Américains ont cette mauvaise habitude, même avec les Européens,
ils ne partagent pas le code. Vous voyez donc, ces gens-là sont tenus en laisse courte. Je ne dis pas qu'ils vont se rebeller et vouloir mener une guerre à laquelle l'Amérique s'oppose. Ce n'est pas ça. Mais le fait est le suivant. La souveraineté dont jouissent les Européens est très limitée. On leur fait croire qu'ils reçoivent des armes de pointe, mais ils abandonnent leur souveraineté. Et on peut imaginer qu'il y a une logique à cela, en termes de l'article 5 et du système d'alliance occidentale. Mais pourquoi l'Inde devrait-elle s'inquiéter de tout cela? On a l'impression qu'il existe désormais en Europe une sorte de doctrine Brejnev, une souveraineté limitée, comme vous l'avez dit. J'ai également trouvé intéressante votre remarque sur le modèle colonial, car c'est en grande partie ce qui est créé par cette interdépendance très asymétrique. Les États-Unis semblent activement pousser l'Europe à se limiter à commercer uniquement avec eux et à empêcher toute diversification. Encore une fois, c'est ce que l'on cherche à faire, si l'on veut enfermer une partie plus faible dans une relation de dépendance excessive. Nous avons vu cela après la Seconde Guerre mondiale, mais de façon continue. Les États-Unis tirent beaucoup de pouvoir du fait de s'assurer que les autres pays n'utilisent que les technologies américaines, uniquement leurs produits industriels, uniquement leurs sources d'énergie, uniquement leurs corridors de transport, leurs banques, leur monnaie, le système de paiement SWIFT. Encore une fois, si tout le monde dépend des États-Unis et que les États-Unis évitent toute véritable dépendance envers qui que ce soit, alors on obtient cette interdépendance asymétrique dont les États-Unis tirent leur pouvoir hégémonique. Mais je pense que les Européens se sont engagés dans ce modèle en pensant qu'ils en seraient récompensés. Au lieu de cela, comme vous l'avez dit, il s'agit désormais davantage d'un statut de vassal. Mais comment pensez-vous que les États-Unis... Eh bien, Trump est très clair sur ses intentions de briser les BRICS. Mais est-ce aussi une pression sur l'Inde pour qu'elle réduise ses liens avec les BRICS? En d'autres termes, si les BRICS sont un instrument de diversification pour instaurer un système économique plus multipolaire, jusqu'où l'Inde est-elle prête à aller pour défendre sa position au sein des BRICS? Car on a souvent l'impression que l'engagement de l'Inde n'est pas parmi les plus forts. Écoutez, professeur, c'est une création des Russes. Les BRICS étaient leur idée. Ensuite, les Chinois ont rejoint. Notre Premier ministre se trouvait en visite en Russie à ce moment-là, et en marge d'un événement multilatéral, on lui a proposé de participer à une réunion de ce type. Il a accepté, sans doute par pure politesse. Et puis cela a stagné. Si vous regardez l'histoire de ce mouvement, il a stagné. Ensuite, les Russes lui ont redonné vie en 2014 et en 2022, quand ils en ont eu besoin. Ils l'ont remis au goût du jour et l'ont utilisé comme une plateforme pour défier les États-Unis et orchestrer des processus à forte teneur anti-américaine. Clairement, je dis que c'est ce qui s'est passé avec les BRICS. Sinon, les BRICS sont une organisation sans dents, qui n'a absolument aucun tranchant. Ceci est entièrement l'œuvre des Russes et des Chinois. L'Inde n'a rien à voir avec cela. C'est la réalité pure et simple. Par conséquent, si Trump soulève la question, la personne à qui il faut demander des comptes, c'est Vladimir Poutine ou Xi Jinping. Ne montez pas l'Inde contre Trump en ce qui concerne les BRICS. Cela pourrait être un jeu très habile, et il se cache complètement, restant invisible. Mais ce sont eux, les coupables ici, qui ont donné un avantage décisif à cette affaire. À une époque, même l'Organisation de coopération de Shanghai avait un tranchant similaire, et on l'appelait l'OTAN asiatique. L'Inde n'a jamais vraiment participé à donner une orientation anti-américaine aux BRICS. Donc Trump le sait, et il s'en accommode. Trump knows that, and Trump is comfortable with that. If BRICS is not gone,
Si les BRICS ne se sont pas orientés vers le développement d'une nouvelle monnaie des BRICS, Trump devrait en attribuer le mérite à l'Inde, car c'est l'opposition de l'Inde, les réserves de l'Inde. Voyez les choses ainsi. L'Inde n'a aucun problème avec SWIFT. L'Inde n'a aucun problème à commercer en dollars. L'Inde ne craint pas que ses réserves soient confisquées par les Américains. À qui ce problème appartient-il? Et l'Inde s'intéresse à un aspect de la question, à savoir transférer le système de paiement vers les monnaies locales, car c'est une toute autre affaire. Il s'agit de donner une place et un nom à la monnaie indienne dans le panier des devises mondiales, en accord avec le statut croissant de l'Inde en tant que puissance économique. Vous voyez, il n'y a là aucune intention anti-américaine. S'il y a des pays qui n'ont pas de dollars à disposition, l'Inde peut tout de même commercer avec eux si les échanges se font en monnaie locale. Il n'y a là aucun contenu anti-américain. Et ces deux pays, l'Inde et le pays avec lequel elle commerce, ont tous deux accès à SWIFT. Néanmoins, nous l'utilisons de cette manière. C'est donc quelque chose d'ingénieux qui se passe ici. Lorsque vous parlez d'une part d'une amitié éprouvée entre l'Inde et la Russie, et que, d'autre part, les Russes se dérobent lorsque les Américains exercent des pressions sur les BRICS et disent que c'est le problème de l'Inde, ce n'est pas le cas. Cela a été conçu dans le giron des décideurs russes. Ce sont donc les Russes qui doivent répondre à cela. Eh bien, un autre domaine de pression pour l'Inde concerne apparemment la réduction de sa connectivité économique avec l'Iran. Ce n'est évidemment pas nouveau, mais Trump souhaite également que l'Inde réduise ses échanges commerciaux avec l'Iran. Une pression supplémentaire est-elle à prévoir? Ou comment voyez-vous cela impacter le corridor international de transport nord-sud? Car il semble qu'une grande partie de l'utilisation de ce corridor de transport soit entravée par les sanctions imposées à l'Iran. Vous savez, l'Iran, c'est une toute autre histoire, une histoire complètement différente. Il faut se rappeler qu'au plus fort des sanctions américaines contre l'Iran, ils ont permis la collaboration autour du port de Chabahar entre l'Inde et l'Iran. Qu'est-ce que ça signifie? Vous voyez donc qu'ils ont laissé de la place à l'Inde pour développer des relations avec l'Iran. Cette relation est loin d'être optimale. Je ne dis pas le contraire. Et je le sais très bien, car je m'occupe de cette relation depuis 1979, la première fois que j'ai commencé à traiter avec l'Iran. Je peux vous dire ceci. Si la relation n'est pas optimale, c'est pour diverses autres raisons. Des raisons connues même de la Chine et de la Russie. C'est difficile. C'est un marché difficile avec lequel travailler. Et les Iraniens sont des négociateurs très coriaces. Et il n'y a aucune constance dans leur position de négociation. Ils changent constamment. Et qui mettra de l'argent dans la cagnotte, sur la table, lorsque les conditions ne sont pas réunies pour cela. Mais je ne pense pas que la relation soit atrophiée à cause de la pression américaine. Je n'en vois d'ailleurs aucune preuve. Des échanges de haut niveau ont lieu. Il y a en permanence des consultations entre les ministères des Affaires étrangères et les Américains sont indifférents à cela. Nous avons également une relation très forte avec Israël. Les Américains le savent aussi. En fait, je pense personnellement que l'équilibre est important et l'Inde ne l'a pas toujours maintenu ces derniers temps. Je pense que nous devrions être plus vocaux en soutien aux Palestiniens et à la situation à Gaza, etc. C'est mon point de vue personnel. Mais vraiment, ce n'est pas à cause d'une quelconque pression américaine, pour autant que je puisse en juger. Et êtes-vous optimiste quant au fait que si maintenant les Américains et les Russes reprennent les négociations, ce qui est l'un des domaines sur lesquels Trump a exercé une pression sur l'Inde, il est probable que les tarifs douaniers pourraient également baisser.
Ou est-ce un peu comme pour les Européens et les Britanniques, où les tarifs sont de toute façon liés à la redistribution américaine? Let me tell you this way, that unless the Americans sanction Permettez-moi de le formuler ainsi. Russian oil, À moins que les Américains ne sanctionnent la Russie, et plus précisément le pétrole russe, il n'y a aucune possibilité de sanctions secondaires contre l'Inde. Il n'y a aucune raison d'imposer des sanctions secondaires à l'Inde. Et s'il n'y a pas de sanctions secondaires contre l'Inde, il n'y a aucune nécessité d'une pénalité tarifaire. Tout ce concept est complètement infondé. Vous voyez donc pourquoi j'ai commencé en disant que nous sommes à un point d'inflexion. En tant que diplomate, j'ai peut-être le droit d'être optimiste, mais cela ne sera peut-être pas confirmé par les développements ou les événements à venir. Je n'en sais rien, et je n'ai même pas de contrôle là-dessus. Mais ce que je veux dire, je pense, c'est qu'avec ma connaissance de la relation russo-américaine, Russian-American relationship, we have had many moments like this. nous avons déjà vécu de nombreux moments comme celui-ci. Et vous savez, ce n'est pas toujours ce que cela semble être en surface. Ce sont des jours où tous ces podcasteurs prophétisent que la guerre est imminente, et ainsi de suite. Et bien sûr, les signes sont très révélateurs lorsque Poutine doit annoncer que l'avant-garde entre en production en série. C'est une déclaration énorme, car il s'agit d'un armement dont le monde occidental ne dispose tout simplement pas. Et c'est un armement dont l'utilisation viserait principalement une cible occidentale. C'est donc une annonce hautement symbolique. C'est donc préoccupant. Mais en même temps, j'ai vu que la révélation de Trump était qu'après Tel Aviv, Netanyahou a reçu l'ordre de se rendre à Moscou. Vous savez, c'est là. Et puis, nous ne discutons pas d'un autre aspect, complètement différent, qui est la forte turbulence dans la politique intérieure américaine. Nous n'en parlons pas. Par exemple, lorsque j'ai commencé à travailler au ministère des Affaires étrangères, mon supérieur m'a dit que lorsque tu traites avec le Pakistan, ta première pensée doit être « Quelles sont les contraintes derrière ce mouvement pakistanais contre l'Inde ?» À moins de le savoir, tu peux pas gérer la situation. C'est le même genre de choses ici. Quelles sont les contraintes de Trump dans cette affaire? Trump a réussi, ces derniers jours, à détourner massivement l'attention d'Epstein. N'est-ce pas? Oui, d'Epstein c'est arrivé. Un énorme détournement. Parce que c'est tellement plus sexy. Orochnikov, et vous savez, renvoyer des bombes nucléaires au Royaume-Uni pour les utiliser contre la Russie et envoyer des sous-marins dans les eaux sombres près des côtes russes. Et vous savez, les laisser là pour frapper la Russie avec une capacité de première frappe. Medvedev a répondu que, vous savez, la capacité de seconde frappe serait toujours maintenue. Et souvenez-vous de la main morte, et ainsi de suite. Sa dernière déclaration était un rappel glaçant que vous n'avez nulle part où vous cacher, même si vous tentez une première frappe contre la Russie ou essayez de décapiter la direction russe. Vous n'avez nulle part où vous cacher. Voilà le message brutal. Regardez où nous en sommes arrivés. Les Soviétiques et les Américains ne se parlaient jamais ainsi. Ils avaient une manière polie et civilisée de mener des guerres par procuration. Donc, nous en sommes arrivés là. Trump a aussi beaucoup de... Parfois, je me demande pourquoi les Russes ne tiennent pas compte du fait qu'il fait face à un énorme problème interne dans la politique américaine. Et les élections de mi-mandat ont lieu l'année prochaine. Donc, en gros, je pense que la doctrine Trump prévaut. Il ne veut pas de guerre, ce que Rubio a également répété lors de son interview sur Fox, ce qui a poussé Poutine à être d'accord avec cela, et ensuite, Lavrov a le souligné. Aucun des deux camps ne le souhaite, et que les deux veulent discuter. Donc je pense que je voudrais voir cela comme une évolution positive. Et puis, toutes ces discussions prennent une toute autre tournure, selon ce qui est rapporté de Moscou à la Maison-Blanche.
Je suis d'accord. Je pense que la politique intérieure est souvent négligée dans l'analyse des affaires internationales. C'est un bon point. Et l'affaire Epstein a vraiment retenu l'attention. Cela semble être ce qui pourrait faire tomber Trump, en rassemblant beaucoup d'insatisfaction autour de la politique étrangère et de tout le reste. Mais il était intéressant de constater que c'est vraiment cette question intérieure qui pourrait lui créer ces problèmes. Ma dernière question, cependant, est la suivante. Étant donné que l'avenir des relations entre les États-Unis et l'Inde dépend en grande partie de la guerre en Ukraine, comment voyez-vous l'évolution de ce conflit aujourd'hui? Car il y a d'énormes changements sur le champ de bataille. Il y a aussi des problèmes en Occident concernant l'approvisionnement en armes, indépendamment de la promesse d'en envoyer davantage. Il y a un problème de main-d'œuvre en Ukraine. Mais en même temps, on constate que la volonté en Occident d'accepter que nous avons perdu cette guerre par procuration contre la Russie est assez forte. J'ai donc souvent peur qu'il y ait beaucoup de désespoir si une brèche apparaît maintenant sur les lignes de front. Et les politiciens ont tendance à faire des choses stupides lorsqu'ils sont désespérés. Avez-vous donc un avis sur la façon dont la guerre évolue, précisément? Parce que si Trump devait imposer ses sanctions sévères contre la Russie, y compris des sanctions secondaires contre des pays comme l'Inde, ce serait probablement parce qu'il y a une inquiétude quant à l'effondrement de la ligne de front. Je me demandais donc comment vous percevez la guerre. So there are two things, Professor, that I see here. Il y a donc deux choses, professeur, que je constate ici. Premièrement, si l'on examine attentivement les propos de Poutine, il a parlé des régions d'Ukraine qui font désormais partie de la Russie de façon irrévocable, à savoir le Donbass et la Novorossia, en plus de la Crimée. Donc à ma compréhension, l'état d'esprit en Russie, l'opinion populaire en Russie, est que maintenant que nous avons déjà traversé plus de la moitié du fleuve de sang, il faut aller jusqu'au bout et en finir pour que cela ne se reproduise plus. Cela pourrait être l'état d'esprit populaire en Russie. Mais les propos de Poutine ne l'ont pas reflété. Ils n'ont en rien laissé entendre que les objectifs russes incluraient au contraire Odessa, Kiev, Dnipropetrovsk, Kharkov et ainsi de suite. Donc, j'ai trouvé cela très significatif parce qu'il a bien délimité la question. Et le deuxième point qu'il a soulevé, c'est qu'il ne s'agit pas de conditions. Il a spécifiquement mentionné que ces éléments qui avaient été exposés lors de la réunion au ministère russe des Affaires étrangères en juin dernier ne sont pas des conditions. Voilà pour le deuxième point. Et le troisième, encore une fois du côté positif, il ne s'agit pas ici de kremlinologie, mais du côté positif, nous avons désormais une situation où la Russie a proposé ou a suggéré lors des pourparlers d'Istanbul la création de deux comités, des groupes de travail, côté russe et côté ukrainien. Deux groupes de travail, l'un sur le plan militaire et l'autre sur le plan politique. Et d'après ce que je comprends des propos de Lavrov, l'Ukraine l'a accepté. L'Ukraine l'a accepté, mais n'a pas donné suite. Lavrov a déclaré que si elle agissait en ce sens, ce serait une avancée majeure. Je cite, « avancée majeure ». D'un autre côté, la partie ukrainienne a proposé que tout règlement concernant l'Ukraine doive s'inscrire dans une architecture de sécurité pan-européenne, ce qui correspond également à la demande russe. En d'autres termes, on couvre désormais l'ensemble du spectre des propositions que la Russie avait formulées avant le lancement de l'opération militaire spéciale en Europe. La Russie obtient donc là un très bon accord. Et bien sûr, les Européens s'y opposeront fermement. Les pays baltes vont s'indigner. Vous savez, les États baltes, c'est tout à fait prévisible. Mais j'ai le fort sentiment que Trump n'est pas allé en Écosse pendant 4 jours uniquement pour jouer au golf.
Il a éloigné Starmer de l'agitation de la politique européenne et britannique, dans un endroit isolé pour de longues heures de conversation. Il était très important pour Trump d'emmener les Britanniques avec lui. Vous savez, ils peuvent encore peser plus que leur poids, et ils peuvent être de redoutables trouble-fêtes s'ils ne font pas cavalier seuls. Donc, d'une certaine manière, nous sous-estimons Trump. We are underestimating Trump. Vous savez, le langage corporel et tout le reste, il a adopté une attitude ferme avec certains de son côté vis-à-vis de la Russie. Mais ensuite, il le soutient, il va jusqu'au bout, et il poursuit dans cette voie. Et après cela, sa première grande annonce consiste à remettre Vitkov en arrière. Puis il a dit qu'il y avait beaucoup d'autres choses à mettre sur l'échiquier, dont nous n'avons pas encore parlé. Par exemple, le principal négociateur à Istanbul, l'ancien ministre de la Défense, qui est un Tatar ethnique, comme vous le savez. Comment s'appelle-t-il? J'ai oublié son nom. Il a été nommé par Zelensky comme nouvel ambassadeur aux États-Unis. Et Trump a refusé, il n'a pas donné l'agrément et a dit qu'il devait retourner à son poste. Pourquoi voulait-on l'envoyer là-bas? Parce qu'il était un négociateur raisonnable pour les Russes. Donc il voulait l'écarter et envoyer quelqu'un d'autre à sa place. Il y a donc beaucoup de politique en jeu en Ukraine. Et Trump a dit, rien à faire, il continuera à faire son travail. Donc maintenant, vous savez, les signes révélateurs seront que dans les prochaines 48 heures, je dirais, s'il y a une avancée concernant l'annonce, une avancée concernant les groupes de travail que j'ai mentionnés plus tôt ou que Lavrov a évoqué. Si cela se produit, ce sera un signe révélateur très important que Trump est revenu et a mis la pression sur ces gens pour qu'ils sortent de cette situation. Parce que les Russes ont dit que ce serait reconnu comme une étape majeure dans le processus politique. Alors, qu'ont-ils obtenu? Les Russes ont obtenu cela. Les Russes ont obtenu une acceptation générale de ceci, qu'il est irréaliste d'essayer de reprendre ces territoires qui sont sous contrôle russe. Et cela ne constitue pas une base pour un règlement. Ensuite, le point suivant est que les Russes ont également exigé l'abrogation de toutes les lois anti-russes du code législatif. Et c'est une demande très raisonnable, car Lavrov a déclaré, si vous relisez cette déclaration, Lavrov a dit qu'il n'existe aucun pays sur la planète qui ait légiféré dans ce sens. Et puis, la dernière chose, la plus importante, ce n'est pas seulement la question de l'élargissement de l'OTAN, c'est toute la question de l'architecture de sécurité européenne et l'acceptation que le règlement concernant l'Ukraine doit être situé, doit avoir une place et un nom dans l'architecture de sécurité pan-européenne. Donc, j'ai tendance à examiner les demandes russes avant qu'ils ne lancent les opérations. Nous sommes à peu près à ce point, vous savez, à répondre à ces demandes à la table des négociations. Cela pourrait être tout à fait remarquable. C'est ce dont les Russes parlent depuis plus de 30 ans. Une architecture de sécurité fondée sur la sécurité indivisible, c'est-à-dire qu'aucune partie ne renforce sa sécurité au détriment de l'autre. Et encore une fois, c'est pour cette raison que l'élargissement de l'OTAN est devenu le substitut, annulant de fait l'architecture de sécurité européenne inclusive. Cela a toujours été le véritable cancer des relations entre l'Est et l'Ouest, quelque chose qui a de nouveau divisé le continent et relancé la logique de la guerre froide. S'ils parviennent à faire passer cela, tout le reste, des questions territoriales à tout le reste, paraîtra insignifiant en comparaison. Ce serait une réussite majeure. La principale préoccupation, cependant, selon moi, est qu'il y aurait un fort scepticisme à Moscou quant au respect effectif de ces accords. Par exemple, en 2005, les Européens et la Russie ont signé cet accord sur un espace commun, dans lequel ils affirmaient la même chose.
à savoir que les initiatives d'intégration vers le voisinage commun devraient être harmonisées, reconnaissant essentiellement le principe de sécurité indivisible. Il n'a pas fallu beaucoup de mois avant que l'UBLIWE ne commence déjà à poursuivre ce partenariat oriental, dans lequel elle cherchait à intégrer tous les pays de sa périphérie orientale vers l'UHEALIM, à l'exception de la Russie. Donc, ces 30 dernières années ont été remplies de promesses et d'accords signés, mais beaucoup d'entre eux ont échoué. Mais bien sûr, quelque chose comme cela, une structure globale, pourrait vraiment changer la donne pour résoudre certains des problèmes qui ont été semés au début ou au milieu des années 90, et qui bien sûr mènent aujourd'hui à la guerre. Mais je pense que oui, c'est bien d'avoir un peu d'optimisme. Il y a beaucoup de pessimisme et de catastrophisme. Donc je suis très heureux d'entendre une analyse optimiste, car il semble souvent que la situation ne fait qu'empirer. Eh bien, c'est une vieille habitude chez moi. J'ai été payé pour être optimiste pendant environ 30 ans. C'était mon métier. Donc peut-être que je me trompe. Mais j'ai une certitude raisonnable, et je soupçonne même que cela explique l'absence de panique en Inde, à Delhi. Nous voyons tout cela comme un chantier en cours, et il n'y a rien de définitif à ce sujet. Pour revenir à notre sujet de discussion sur les droits de douane contre l'Inde, je ne pense pas que la relation Inde-États-Unis soit proche d'une crise. Bien sûr, il y aura des leçons à tirer de ce qui s'est passé, car certaines hypothèses avaient été faites sur les bases même des relations avec les États-Unis. Désormais, de nouvelles règles du jeu, de nouveaux garde-fous pourraient apparaître. Mais on ne sera jamais dans une relation antagoniste. Je peux vous dire que même la réconciliation n'est pas vraiment nécessaire, car parallèlement, on observe un certain nombre de développements positifs ces dernières semaines. Par exemple, le groupe pakistanais qui a mené l'attaque à Pahalgam, tuant des dizaines d'Indiens au Cachemire, a été qualifié de groupe terroriste par le département américain. Il a également été lié au Lashkar-e-Taiba, basé au Pakistan. C'est une accusation très sévère contre le Pakistan. Et puis, il y a d'autres choses, comme le lancement d'un satellite fantastique, avec l'aide américaine, avec l'aide de la NASA, un effort collaboratif entre la NASA et l'ISRO. Ce genre de choses se produit actuellement. Et vous savez, cet exercice militaire, qui se déroule dans le Pacifique occidental en Australie, pour la première fois, l'Inde y participe. Cela a même conduit certains experts russes à affirmer que le Quad prend la forme d'une alliance militaire. C'est donc une étape majeure. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il se passe beaucoup d'autres choses. La relation est sur la bonne voie, et sa dynamique n'a pas été affectée par cela. Donc d'une certaine manière, cela pourrait s'avérer être un événement secondaire. Mais un événement secondaire important pour l'Inde, car je suis satisfait que certains types d'illusions aient été dissipés. Et nous avons une plus grande clarté. Et la clarté qui en découle, c'est aussi que notre idée était que Trump irait en guerre contre la Chine à propos de Taïwan. Loin de là. L'illusion est la suivante, que l'Inde a la capacité de se ménager un espace vis-à-vis de la Chine en forgeant des liens étroits avec les États-Unis. Mais ce n'est pas ainsi que ça se passe. Et cela va donner un élan, on peut même dire, cela va donner un élan au processus de normalisation que le gouvernement a engagé avec la Chine. Cela va lui donner un élan. Et je ne pense pas qu'il y ait la moindre possibilité de dommages durables à la relation Inde-Russie non plus, à la suite de cela. Wow. Il est également fascinant d'observer l'Inde, car encore une fois, c'est la principale puissance non alignée tout au long de la guerre froide. Et, après la guerre froide, elle cherche également à éviter d'être entraînée dans des systèmes alignés
ou dans des arrangements à somme nulle, qui non seulement l'intégrerait à un bloc, mais nuirait aussi à sa capacité d'agir comme un pôle de pouvoir organisationnel indépendant. Et je sais que par le passé, nous avons discuté. Vous avez été un peu critique quant à la capacité de l'Inde à agir comme un pôle de pouvoir indépendant dans un monde multipolaire. Mais encore une fois, en tant que puissance non alignée, je pense que beaucoup de gens souhaitent que l'Inde poursuive sur cette voie et ne se laisse pas entraîner dans des systèmes destructeurs fondés sur les blocs. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup pour votre temps. Je pense qu'une grande partie du monde observe aujourd'hui l'Inde et ce qui s'y passe. Donc encore merci. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'avoir eu cette conversation avec vous. Merci de m'avoir invité. Merci.